Donner à l'enfant sa place d'individu à part entière occupa une place centrale dans la vie de Françoise Dolto. Mais d'où est venue son incroyable détermination? Comment est apparue son audace constante pour donner à l'enfant sa vraie place de sujet? Ce désir militant pour l'enfant, comment et quand s'inscrit-il chez la petite Françoise Marette? Est-ce à sa naissance? Est-ce au tout début de sa vie? La petite Françoise est confiée à une jeune nurse irlandaise qui l'adore, ne la quitte jamais, lui parle anglais au point que ses parents doivent lui parler cette langue pour obtenir un sourire. Mais cette nurse merveilleuse est aussi une jeune délinquante. Elle emmène le bébé avec elle dans le bordel de luxe qu'elle fréquente en cachette pour des fêtes inavouables et des approvisionnements en cocaïne. Françoise vit ainsi, follement aimée par cette jeune fille étrange. Mais à 8 mois, les parents découvrent le poteau rose et la nurse est renvoyée sur l'heure. Après cette séparation brutale, la petite Françoise attrape une double bronchopneumonie et n'est sauvée que par l'instinct de sa mère qui la tient serrée contre sa peau 24 heures durant. Cette épreuve si douloureuse et reçue aussi jeune a-t-elle fondé chez Françoise Marette ce désir de sauver les enfants qui prennent des coups semblables dans leur enfance? Cela est possible. En tout cas, la petite Vava grandit dans une famille heureuse et gaie. Elle est la quatrième d'une famille de 7 enfants, marquée par la culture chrétienne et monarchiste que partage la bourgeoisie parisienne du 16e arrondissement. Mais Françoise révélera elle-même plus tard qu'elle se sent alors sans réponse aux questions qu'elle se pose. Les nurses supportent mal son impertinence, ses questions, sa vitalité. Les crevettes demandent à être cuites vivantes, lui dit-on, et elle s'étonne que l'on comprenne le langage des crevettes. On se moque d'elle, mais on ne lui donne aucune réponse, et quand elle pose trop de questions, elle est privée de dessert. Je vois que je suis née trop tôt dans un siècle trop vieux, dit-elle à 8 ans. Solitaire et observatrice, elle vit tous les jours les difficultés de communication entre les enfants et les grandes personnes. Elle voit bien que certains adultes n'arrivent pas à comprendre et à se faire comprendre des enfants. Cela détermine sa vocation. Françoise affirme déjà qu'elle sera médecin d'éducation. Un médecin qui sait que quand il y a des histoires dans l'éducation, ça fait des maladies aux enfants, qui ne sont pas des vraies maladies, mais qui font vraiment de l'embêtement dans les familles et compliquent la vie des enfants qui pourraient être si tranquilles. En pleine guerre de 14, son oncle et parrain chéri, celui qu'elle appelle son fiancé, Pierre Demler, tombe au front. Françoise, à 8 ans, encouragée par l'attitude familiale, prend le deuil comme une vraie veuve de guerre, avec gravité et souffrance. Elle dira plus tard qu'elle refoulera pendant longtemps tout sentiment amoureux après ce deuil injustifié. Le 30 septembre 1920, un drame anéantit la famille Marette. La sœur aînée de Françoise, Jacqueline, séduisante jeune fille aux yeux bleus, brillante, admirée des garçons, adulée par ses parents, meurt d'un cancer. En 1920, Jacqueline a 18 ans, Françoise en a 12. La veille de sa première communion, sa mère lui annonce que Jacqueline, à moins d'un miracle, est perdue. « Prie, lui dit-elle, prie. Dieu peut faire un miracle quand un enfant très pur fait une prière, et il n'y a pas plus pur que la prière d'un enfant qui fait sa première communion. » 2 mois après, Jacqueline meurt dans les bras de sa mère. Tu vois, tu n'as pas su prier. Pendant 15 jours, elle refuse de voir Françoise, ne supportant pas que de ses 2 filles, elle n'ait pas été celle qui soit morte. Notre sœur aînée est morte à 18 ans, c'était une superbe fille qui est morte d'un cancer très rapidement. J'ai vu ma mère souffrir à tel point qu'elle ne pouvait pas tolérer de voir un handicapé dans la rue. Et j'étais à côté d'elle, comme ça, rétrécie de souffrance pour elle et pour l'enfant qu'elle injuriait avec la mère de cet enfant qui poussait la voiture. Si c'est pas malheureux de voir ça vivre et des beaux enfants qui meurent, quelle honte! Comme ça, et elle était dans les mois qui suivaient son deuil. Tu vois, quand on a vécu, moi j'ai éprouvé des choses comme ça tellement douloureuses, avec une telle compassion sur ceux qui souffraient, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Rien ne sera plus comme avant dans cette famille, comme mise sous un éteignoir. Françoise, confinée dans l'appartement familial, ne sort que pour ses cours.
Sa mère tente tout pour l'empêcher de réussir son bac, car avoir son bac pour une fille, c'était devenir immariable. Elle ne l'inscrit pas à l'examen, ne la réveille pas le jour des épreuves. « Je n'allais pas te réveiller puisque je ne veux pas que tu passes ton bac imbécile, lui dit-elle. Pourtant, Françoise réussit son bac à 16 ans. Elle parle maintenant de faire médecine. Refus catégorique de sa mère, qui consent toutefois quelques années plus tard aux études d'infirmière. Son envie de s'inscrire en médecine ne la lâche pas. Elle annonce un jour à sa mère « Rien ni personne ne m'empêchera de faire médecine ». J'aurais dit je m'installe dans un bordel que ça n'aurait pas été pire quand j'ai décidé, alors qu'on le savait de longue date, puisque depuis l'âge de 8 ans j'avais dit que je ferais la médecine, mais quand j'ai décidé, j'ai dit qu'à 25 ans personne ne m'en empêcherait, ben, ça a été un Trafalgar épouvantable, non pas pour mon père, mais pour ma mère qui pensait que vraiment je pourrissais ma vie, que je devenais une personne complètement hors la loi, une marginale définitive. En 1931, Françoise a 24 ans. Elle a enfin réussi à s'inscrire en première année de médecine. Deuxième, puis troisième année, elle réussit brillamment au désespoir de sa mère. Mais pour Françoise, l'air devient alors irrespirable à la maison. Totalement empêtrée dans des culpabilités accumulées depuis la mort de Jacqueline, Françoise souffre beaucoup. Son malaise s'accentue. Elle perd le sommeil, va mal. À tel point que son père, attentif à toutes les découvertes récentes, lui conseille d'entamer une psychanalyse. Le 17 février 1934, Françoise Marette commence sa psychanalyse avec René Laforgue. Elle durera 3 ans. Dans les années 30, on compte exactement 12 psychanalystes en France. René Laforgue est un de ses fondateurs, c'est même l'un des plus importants. Mais à cette époque, la psychanalyse reste une aventure marginale. Freud, il est à Vienne, et puis c'est le scandale, c'est le sexe. Alors, le milieu médical parisien est terriblement conservateur et pas mal antisémite à l'occasion. Alors, ces histoires d'arrivée d'Autriche, où il est question de sexe, je prends ça avec des pincettes. Très vite, la psychanalyse libère Françoise Marette de ses difficultés. Elle poursuit ses études avec leur cortège de stages obligatoires dans les hôpitaux, dans les services d'enfants en particulier. Elle y découvre la réalité de la situation faite aux enfants qui ont des troubles du caractère et qui vont mal. Car dans les années 30, que se passe-t-il pour les enfants qui ont des difficultés psychologiques au début de leur vie? À l'époque, on les hospitalise quand ils sont bruyants, violents, et sinon, tant qu'ils sont supportables en famille, on les garde en famille. Alors, ils arrivent à l'hôpital, mais il faut aussi voir l'hôpital de l'époque et pas seulement l'hôpital psychiatrique. L'hôpital général, c'est des salles de 20 à 40 malades, que ce soit à l'Hôtel-Dieu, aux enfants malades ou en hôpital psychiatrique. Et puis, là-dessus, on fait beaucoup d'examens pour essayer de comprendre. C'est une période de recherche très importante. Et puis, on a alors des entretiens. On sait déjà que la parole est un bon moyen de traitement. Mais on a extrêmement peu de médicaments. On a les séquelles de la vieille pharmaceutique à base de plantes, la valériane, la jusquiame, le tilleul, on donne des bains de tilleul, enfin, toutes ces choses qui paraissent aujourd'hui délirantes, mais qui à l'époque étaient tout ce qu'on avait, on n'avait pas plus. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de personnel, et surtout, il n'y avait pas d'argent, parce que les hôpitaux psychiatriques étaient appartenaient au département. Les stages se succèdent. En 1935, un remplacement à l'hôpital pour femmes de Maison-Blanche la plonge dans l'horreur de la psychiatrie d'adultes. Elle se dit « On ne peut rien faire avec des adultes aussi atteints, c'est trop tard. C'est avec les enfants qu'il faut travailler, à la prévention des troubles qui, plus tard, feront les états mentaux irréversibles. » Le 5 mai 1936,
Elle commence un stage dans le service de psychiatrie pour enfants à l'hôpital de Vaugirard, chez le professeur Georges Heuillère. J'ai appris, horrifié chez Heuillère, ce qu'il ne fallait pas faire. Le pédiatre se devait d'être en empathie avec l'enfant dont il s'occupait. Au lieu de lui dire « Alors tu n'as même pas de peine, tu as fugué, tu vois que ta mère a failli en devenir folle et tu t'en fous. » Comme le gosse était furieux, le médecin disait « Inatimidable ». Il écrivait « Inatimidable ». Mère grosse débile, maison de correction. Ça me semblait épouvantable. Bon, c'était les délinquants, c'était Heuillère, oh ben c'est les petits fous. Même quelqu'un comme Michaud, qui a eu la chair après Heuillère, en parlait avec le plus parfait mépris. Enfin, ces petits fous, on peut rien pour eux, ils s'en foutent, resteront. La déficience intellectuelle était un état qui était donné à la naissance, qui dépendait de dysfonctionnement du système nerveux et qui n'était pas amendable. Et cet état est le même tout au long de la vie. C'était la définition d'Esquirol en 1850. On la retrouve dans les années 30 ou 40 sous la plume d'un auteur comme Doll, qui faisait autorité aux États-Unis et qui disait « Débile un jour, débile toujours ». Je suis entré à la Fondation Vallée le 1er janvier 1957. C'est l'hôpital psychiatrique pour enfants de sexe féminin du département de la Seine. La situation qui va être décrite est celle de l'année 1957. Elle permet d'imaginer ce qu'était la psychiatrie infantile 20 ans auparavant, à l'époque où Françoise Marette termine ses études de médecine. Je n'imaginais pas qu'on puisse encore, en 1957, rencontrer un lieu aussi carcéral, d'un autre âge, d'un autre monde. C'était affreux. Et il y a ce qu'on appelle les grabataires, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui restent dans leur lit toute la journée, et puis il y a les gâteux. C'est la terminologie, hein. C'est terrifiant d'étiqueter les enfants comme ça. Et on les voit, ils sont assis sur des chaises percées toute la journée. C'est quelque chose de terrifiant. Enfin, même aujourd'hui encore, quand je l'évoque, je dois dire que je suis troublé. Les plus agités sont en camisole de force, ils sont attachés au banc, et les autres s'agitent, ils tournoient sans que rien puisse être organisé. On entrait, la porte se fermait, elle se rouvrait pour la majorité d'entre eux à l'âge de 16 ans pour aller dans un hôpital psychiatrique d'adultes. En 1937, Françoise Marette termine sa psychanalyse avec René Laforgue, qui a été impressionné par les qualités de cette jeune étudiante. Il la pousse à devenir elle-même analyste. Cette année 1937, dans le service du professeur Heuillère, Françoise Marette fait une rencontre décisive. Celle qui m'a mis le pied à l'étrier, si je peux dire, c'est Madame Morgenstern. Madame Morgenstern était une analysée de Freud, qui était à Paris et qui s'occupait, c'est la première psychanalyste qui s'est occupée d'enfants en France. Elle était chez le professeur Heuillère. Moi, j'y étais externe à ce moment-là. Et grâce à elle, j'ai été à même, parce qu'elle m'avait chargé, elle avait beaucoup de travail, elle m'avait chargé d'écouter les enfants, rien, pas d'autre chose que de les écouter. Et c'est, pour un médecin, j'étais psychanalysée, bien sûr, mais je ne voulais pas du tout devenir psychanalyste à l'époque. Je voulais devenir médecin d'enfants, pédiatre. Et pour un médecin qui a toujours comme idée, qui a à faire quelque chose devant quelqu'un qui souffre, c'est tout à fait nouveau de n'avoir qu'à écouter, et seulement écouter, et de se faire admettre par l'enfant comme quelqu'un qui l'écoute, et de s'apercevoir que cet enfant vous attend d'une séance à l'autre, alors qu'on ne lui répond jamais rien. Et au début, c'est comme ça, surtout quand on apprend son métier, et que, je dois dire, on ne l'observe pas à la façon dont les médecins observent, c'est-à-dire on ne scrute rien du tout. À partir de cette époque-là, pour Françoise Marette, la psychanalyse et la pratique de la médecine deviennent indissociables. À l'hôpital des enfants malades, elle tient tous les jours la consultation des urgences. Elle y voit toutes les sortes d'enfants.
Les enfants dont les autres internes en avaient marre et n'en voulaient pas. Ils en avaient marre parce qu'ils faisaient des mares de pipi. Ils avaient beau supprimer la boisson, gronder, menacer de couper Zizi, tout ça ne faisait rien du tout. Alors ils disaient, nous avons là une consoeur qui s'intéresse beaucoup au pipi au lit. Allez donc la chercher. Parce que j'étais à la consultation de la porte, une personne un peu farfelue que tout le monde aimait bien, qu'on trouvait drôle, qu'on était tranquille quand on lui laissait sa garde. J'étais sympathique, et moi j'avais en sympathie tout le monde. J'essayais d'expliquer à tous le rôle du psychique dans le somatique. Alors certains écoutaient, d'autres pas. Ça a fait son chemin, mais à l'époque c'était absolument révolutionnaire. J'étais celle qu'on appelait la folle. 1938. Françoise Marette renonce à un avenir hospitalier par aversion pour le carriérisme stérile qui règne dans la hiérarchie hospitalière de l'époque. Elle préfère agir plus vite et s'installer comme médecin d'enfants. Elle passe donc sa thèse. Et ce n'est pas l'habituelle thèse formelle. Ce jour-là, le président du jury de soutenance s'adresse à elle. D'habitude, je ne lis pas les thèses de ceux que je ne préside pas moi-même. Mais la vôtre, je n'ai pas pu la lâcher de la nuit. Je me suis tapé le derrière à la suspension. Il a dit ça à couvert de sa thèse, de sa toge. Il a dit ces mots vraiment vulgaires. Et alors, ma mère, elle a sorti. Il a bien raison, une thèse sur la... Elle n'avait pas lu encore. Une thèse sur la psychanalyse, ça ne peut être que de la cochonnerie. Dans les semaines qui suivent la publication, beaucoup hurlent de rire. Mais le docteur Françoise Marette reçoit aussi de nombreuses lettres enthousiastes. Parmi celles-là, une est signée Jean Rostand. Il veut la rencontrer. « Je n'ai rien lu d'aussi intéressant depuis Freud », lui dit-il. Elle lui rendra souvent visite dans sa retraite de Ville-d'Avray. Que dit-elle de si révolutionnaire dans cette thèse intitulée « Psychanalyse et pédiatrie » ? L'intelligence est étroitement liée à l'affectivité. On peut donc faire sortir un enfant de sa prétendue idiotie. Les symptômes quotidiens tels que les tics, les bégaiements, les pipis au lit, les fugues, révèlent des problèmes inconscients tout à fait guérissables. Elle développe surtout sa théorie des castrations symboligènes. Dans le développement d'un enfant, explique-t-elle, il y a des étapes naturelles communes à tous les enfants. Ce sont des épreuves qui l'aident à grandir, et cela selon un schéma qui se répète. Ce sont des castrations dans le sens où des désirs de l'enfant lui sont interdits, par exemple, continuer de téter, mais sont remplacés par des propositions plus intéressantes qui le rendent plus grand et lui apportent des plaisirs plus importants. Dans notre exemple, ne plus téter pour commencer à parler. Elle explique qu'un pédiatre devrait absolument connaître tout cela pour soigner les enfants. L'intelligence des hommes du XXe siècle s'est ouverte non seulement à l'énergie de la matière et à la recherche de sa maîtrise, mais aussi à celle de la puissance inconsciente de la libido. Le sentiment de la responsabilité n'en est que plus grand. Je dédie ce livre aux pédiatres. C'est le premier livre qui, au fond, est fondateur en France de ce que va devenir la psychanalyse d'enfant. C'est la première fois qu'on définit ce que doit être le cadre de la psychanalyse d'enfant. Elle est quand même très imprégnée du mouvement psychanalytique et de tout ce qui se fait. Mais elle invente quelque chose de tout à fait nouveau et qui vient d'elle et qui vient de son rapport à l'enfance, de ce qu'elle a gardé d'enfant en elle. Ce qui me frappe, c'est l'actualité de cette thèse. Ça m'a vraiment frappée parce que j'avais l'impression qu'on pourrait tout à fait aujourd'hui écrire absolument la même thèse et que ça serait aussi révolutionnaire et que ça secouerait autant les choses que ça les secouait en 1939 quand elle l'a publiée. Il y a une préface qui est extrêmement intéressante parce qu'elle dit des choses qu'on pourrait redire aujourd'hui exactement pour défendre la psychanalyse. Elle vous raconte toujours qu'il y a eu 52 médecins généralistes ou même psychiatres pour dire « Oh mais ça passera ». Bon, alors il y a ça, il y a le côté c'est nerveux, etc. Bon. Et elle parle de ça, Françoise, en 1939, et elle dit quand on dit ça et qu'on ne prend pas en compte la souffrance psychique, c'est comme si un chirurgien se contentait de mettre des pommades sur un abcès au lieu de le vider.
C'est le cas d'une fillette de 3 ans et demi, Josette, amenée à la consultation de monsieur le docteur Darré aux enfants malades pour un état général inquiétant. Amaigrissement, pâleur, anorexie, indifférence au jeu, insomnie, crise de nerfs. L'examen somatique était négatif. Je commence l'interrogatoire de la mère en demandant des précisions de date. Les cauchemars ont commencé il y a 3 semaines. Le caractère de l'enfant s'est modifié en même temps. De gaie et vivante, elle est devenue taciturne et indifférente. Je demande où couche Josette. Sa mère me répond dans notre chambre, mais dit-elle, elle est trop grande maintenant et nous avons acheté un divan pour la faire coucher dans la salle à manger. Je demande des précisions de date, il y a 3 semaines. Je souligne la coïncidence. Pensez-vous, elle est bien trop petite pour comprendre. L'enfant se mit à me fixer attentivement dès que j'eus parlé